Bonjour, mon nom est Véronique Lachance, je suis étudiante au doctorat en psychologie à l'Université Laval. Bienvenue à ce webinaire qui va porter sur l'aliénation parentale. Je vais vous présenter des outils et des pistes pour l'évaluation du risque. Plus particulièrement, je vais vous présenter la trousse de soutien à l'évaluation du risque d'aliénation parentale que j'ai coécrit avec Marie-Hélène Gagné, qui est titulaire de la chaire de partenariat en prévention de la maltraitance et professeure en psychologie à l'Université Laval. Cette trousse a été soutenue par l'ARUC, Séparation parentale, recomposition familiale, la chaire de partenariat en prévention de la maltraitance et le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Alors, pour ce qui est du plan de la présentation, le cœur de la présentation va être consacré à la présentation de la trousse, donc les fondements empiriques, les étapes de son développement et la présentation du contenu de la trousse. Mais d'abord, je voudrais vous introduire brièvement à ce que c'est que l'aliénation parentale. Donc, l'aliénation parentale, c'est une dynamique familiale dans laquelle un enfant rejette l'un de ses parents de façon apparemment injustifiée et sous l'influence de son autre parent le plus souvent. Au sens étymologique du terme, devenir aliéné signifie devenir étranger ou autre. Donc, ça traduit vraiment l'éloignement relationnel, voire même la rupture du lien qui peut exister entre un enfant et son parent. On va observer typiquement cette dynamique familiale-là au sein de familles dont les parents se sont séparés et plus particulièrement aussi au sein de familles dont les parents sont en litige pour la garde des enfants. Alors, l'aliénation parentale se situe sur l'extrême du continuum des conflits. Donc, dans ce sens-là, c'est une problématique, une dynamique familiale qui est plutôt rare. Alors, la majorité des familles qui se séparent ne vivront pas de conflits nécessairement, encore moins de conflits sévères. Et puis, puisque l'aliénation parentale, c'est un problème dont les conflits se sont exacerbés beaucoup, ça va être rare. Aussi, même si les enfants sont exposés à toutes sortes de tentatives des parents pour vouloir exclure l'autre parent, les enfants vont avoir tendance le plus souvent à résister et à vouloir maintenir un lien avec leurs deux parents. Donc, c'est une autre raison pour laquelle l'aliénation parentale, c'est un problème qui est rare. Par contre, ça ne veut pas dire que c'est pas préoccupant et les comportements parentaux aliénants sont également préoccupants, même s'ils sont plus présents que l'aliénation parentale comme telle. On observe aussi un risque accru que se développe de l'aliénation parentale lorsque les parents sont en litige longtemps pour la garde. Pour ce qui est des impacts, l'aliénation parentale, ça a surtout été étudié auprès d'adultes qui ont vécu l'aliénation parentale dans leur enfance. Et ce qu'on observe chez cette population d'adultes, c'est qu'ils ont vécu énormément de détresse émotionnelle. Ils ont vécu des difficultés d'adaptation, des problèmes de comportement internalisés, externalisés, des symptômes dépressifs, de somatisation. Et plus tard dans leur vie, ils vivent toujours des difficultés à tisser des liens de confiance avec les autres, à développer des liens d'attachement. Ils peuvent éprouver aussi de la culpabilité envers le parent qu'ils avaient initialement rejeté dans leur enfance. Pour ce qui est de l'intervention, ce qu'on observe, c'est que cette dynamique familiale-là nécessite un nombre accru de ressources et une coordination des milieux psychosociaux et juridiques. Alors, cette trousse constitue un outil de soutien à la pratique et non pas un instrument diagnostique. L'aliénation parentale ou le syndrome d'aliénation parentale, si c'est un terme que vous avez déjà entendu, font pas partie des diagnostics psychiatriques reconnus actuellement. Donc, dans ce sens-là, la trousse vise à vous guider en tant qu'intervenant dans l'évaluation d'une situation familiale, à guider votre jugement clinique pour reconnaître les éléments qui pourraient indiquer un risque plus ou moins grand d'aliénation parentale.
Ça va s'adresser à des intervenants qui travaillent auprès de familles en difficulté, que ce soit en centre jeunesse pour les intervenants qui reçoivent les signalements, que ce soit en CLSC, dans les milieux juridiques ou dans les milieux communautaires. La trousse est fondée sur à peu près une dizaine d'années d'analyse et de recherche, plus particulièrement au laboratoire de Marie-Hélène Gagné, qui est co-auteure de la trousse. Donc, il y a eu des recensions de la littérature effectuées. On a sondé les besoins des intervenants en matière d'aliénation parentale et on a fait aussi une étude empirique en centre jeunesse pour être capable de repérer des indicateurs d'aliénation parentale qui seraient les plus fréquents. Par exemple, au Centre jeunesse de Québec, il y a 51 situations familiales pour lesquelles un signalement retenu pour motif de mauvais traitement psychologique caractérisé par l'exposition de l'enfant au conflit entre ses parents qui ont été pris en compte. On a rencontré les intervenants qui ont évalué ces situations-là et puis on a dégagé les indicateurs d'aliénation parentale présents dans ces dynamiques familiales-là. De ces 51 situations familiales, on a pris les 11 situations qui présentaient le plus d'indices d'aliénation parentale et puis on les a examinées plus en profondeur. C'est-à-dire qu'il y a 5 expertes en la matière qui sont les auteurs de cette recherche qui ont dégagé des indicateurs les plus fréquents, qui ont dégagé des critères d'inclusion et d'exclusion de la problématique et des critères de risque. Et la trousse découle directement de cette recherche. Il y a également plusieurs collaborateurs, donc des milieux universitaires, comme je viens de vous expliquer. Donc, après la recherche, une première version de la trousse a été développée et a été révisée par les expertes du domaine. Et ensuite, les intervenants de divers milieux ont été rencontrés et ont été initiés à la trousse pour la prétester dans leur milieu de pratique pour vérifier si la trousse leur convenait et ils nous ont donné une rétroaction qui nous a permis de bonifier la trousse afin qu'elle soit le plus possible utilisable pour les intervenants. Alors, elle a été testée en centre jeunesse, dans des ressources communautaires, dans des maisons de la famille, en CLSC, etc. Alors, sans plus tarder, je vais maintenant passer à la présentation du contenu de la trousse. Alors, il y a 4 principaux outils. On a le manuel de référence, qui est vraiment l'outil central de la trousse, qui présente les fondements théoriques et scientifiques là, de l'aliénation parentale, de la trousse. Et ensuite, on a 3 outils cliniques, c'est-à-dire un guide d'entrevue avec les parents, un inventaire d'indicateurs d'aliénation parentale et 2 arbres de décision. Donc, je vais vous présenter chacun de ces outils-là dans les prochaines minutes. Alors, on va commencer par le manuel de référence. Alors, le manuel de référence, c'est essentiel d'avoir une bonne maîtrise de cet outil-là pour être capable d'utiliser les outils cliniques par la suite. Sinon, l'évaluation risque d'être moins juste et rigoureuse. Alors, le manuel de référence se divise en 4 grandes parties. D'abord, une partie plus générale sur ce qu'il faut savoir sur l'aliénation parentale. Ensuite, les éléments sur lesquels on devrait se baser pour statuer sur la présence d'aliénation parentale. En 3e lieu, les éléments qui nous permettent de cerner le risque. Et enfin, les éléments de contexte qui peuvent favoriser l'émergence de comportements aliénants ou l'aliénation parentale. Donc, dans la première partie, plus générale, sur ce qu'il faut savoir sur l'aliénation parentale, on fait notamment la distinction entre un comportement parental aliénant et une dynamique d'aliénation parentale. Donc, c'est important de faire cette distinction. Alors, les comportements aliénants, c'est des comportements qui ont pour but ou pour effet d'augmenter la probabilité qu'un enfant s'éloigne de son autre parent ou qu'il le rejette. Les 2 parents peuvent avoir recours à ce type de comportement-là à différents niveaux d'intensité. Par exemple, comme comportement, ça peut être de parler contre le parent visé à ou devant l'enfant. Ça peut être aussi de limiter ou interférer dans les contacts. Par exemple, un parent qui se présenterait pas lors des contacts prévus.
Dans la trousse, à la page 13, vous avez vraiment une liste de comportements aliénants que vous pourriez observer dans votre pratique. Et ces comportements-là sont basés sur ce qui a été observé dans la littérature scientifique et clinique. Maintenant, quand on parle d'une dynamique d'aliénation parentale, là, on est dans une dynamique dans laquelle chaque acteur familial a un rôle à jouer. Alors, on a un parent dit aliénant qui a des comportements d'exclusion de l'autre parent vis-à-vis de l'enfant. On a l'enfant aliéné qui, lui, par son comportement d'éloignement vis-à-vis de l'autre parent et d'alliance avec le parent aliénant. Et on a le parent aliéné qui est la cible du rejet, mais qui peut aussi, par ses comportements, contribuer à ce rejet. Donc ici, on apporte une nuance. C'est pas dans le but de blâmer ce parent-là de se retrouver dans ce type de situation. Mais ce qu'on remarque, c'est que c'est pas nécessairement tout blanc ou tout noir. Le parent aliéné peut avoir des comportements qui soient parfois inadéquats, qui soient repris par le parent aliénant et l'enfant aliéné, c'est-à-dire qu'ils peuvent être amplifiés ou déformés. C'est pas le parent rejeté, le parent aliéné, c'est pas un parent qui va représenter un danger ou une menace pour l'enfant ou pour son développement. Donc, même si les deux cas de figure sont préoccupants, c'est-à-dire un comportement parental aliénant ou une dynamique d'aliénation parentale, c'est important de faire la distinction. Parce que dans plusieurs situations, un parent peut adopter des comportements aliénants, mais l'enfant va pas avoir nécessairement d'impact sur sa relation avec son autre parent. Elle va être préservée quand même. Ensuite, dans la première partie du manuel de référence, on parle du parent aliénant, à savoir si c'est principalement le père ou la mère, parce que il y a eu des débats dans la littérature à ce sujet. On a pensé à tort que le principal parent aliénant était la mère. Mais les études récentes nous montrent que ça peut être autant le père que la mère et que l'enfant peut faire alliance autant avec le père ou avec la mère. Donc, le fait que les mères sont plus souvent pointées du doigt dans ces situations-là est probablement attribuable au fait qu'elles obtiennent plus souvent la garde des enfants après la séparation. Parce que, dans le fond, un enfant qui fait alliance avec un parent, il faut qu'il s'identifie à ce parent-là. Et le plus souvent, ça va se produire avec le parent qui a la garde. Et comme c'est le plus souvent la mère, bien, on remarque que c'est le plus souvent la mère qui est parent aliénant. Mais dans des situations où ce serait le père, c'est très bien possible que ce soit lui le parent aliénant. Dans la deuxième partie du manuel de référence, on vous présente les critères sur lesquels on devrait se baser pour évaluer la présence d'aliénation parentale. Alors, il y a deux principales conditions. La première, c'est la présence de comportements aliénants, donc un comportement qui est manifestement employé dans le but d'exclure l'autre parent de la vie de l'enfant, et ce, de façon injustifiée. Ensuite, l'enfant étant exposé à ces comportements-là risque d'être forcé ou à se sentir obligé de choisir entre ses deux parents. Donc ça, c'est la première condition. La deuxième condition, c'est un peu une conséquence de la première. Alors, c'est d'observer une détérioration importante, voire une rupture du lien entre l'enfant et le parent visé. Alors, la première condition, elle est essentielle dans tous les cas. Et la deuxième condition peut être appliquée avec plus de souplesse en fonction de l'âge de l'enfant. Lorsque les enfants sont très jeunes, donc cette deuxième condition va être facultative. Pourquoi? Parce que les jeunes enfants n'ont pas nécessairement de réaction apparente face aux tentatives d'un parent pour exclure l'autre. Alors, faut pas nécessairement s'attendre à observer chez eux les manifestations de réticence et de rejet qu'on observerait avec un enfant plus âgé. Ils n'ont pas les outils cognitifs et langagiers qui leur permettent de bien comprendre ce qui se passe dans les relations familiales. Donc, quand l'enfant est très jeune, si la première condition est remplie, on considère qu'il peut s'agir d'une dynamique d'aliénation parentale.
Ensuite, on présente des situations qui pourraient nous amener à penser que c'est de l'aliénation parentale, mais finalement, ça n'en est pas. Donc, c'est des situations un peu confondantes. Alors, dans la trousse, on présente 3 situations. La première, ce sont des situations où est-ce que les parents sont en conflit et où l'enfant peut être exposé à ce conflit-là, mais les parents n'ont pas, dans le fond, l'intention d'inclure l'enfant dans le conflit. Alors, même si les parents sont extrêmement en colère, qu'ils éprouvent beaucoup de rancœur l'un envers l'autre et que parfois, sous l'effet de l'émotion et de l'impulsivité, ils peuvent exposer leur enfant à ces conflits-là, lorsqu'on questionne ces parents-là, ils vont généralement rapporter qu'ils considèrent important que l'enfant maintienne un bon lien avec ses 2 parents, malgré toute la colère et la rancœur qu'ils peuvent éprouver pour l'autre. Donc, ces situations-là sont préoccupantes, mais il ne s'agirait pas d'aliénation parentale. Une deuxième situation potentiellement confondante, ça serait dans le cas où est-ce qu'un parent présente de réelles lacunes dans l'exercice de son rôle parental qui pourraient rendre compréhensible, entre guillemets, les tentatives de l'autre parent de l'exclure de la vie de l'enfant. Alors ici, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement la bonne solution d'exclure complètement ce parent-là considéré inadéquat de la vie de l'enfant, parce qu'il existe des ressources, des structures, comme par exemple les visites supervisées, qui permettent à l'enfant de maintenir un lien de façon sécuritaire avec ce parent-là. Dans les cas d'aliénation parentale, le rejet de l'autre parent est fait de façon injustifiée, dans le sens que le parent ne présente pas de danger ou de menace pour l'enfant. Et une troisième situation serait lorsque le rejet du parent par l'enfant est temporaire. Alors, dans les cas d'aliénation parentale, c'est vraiment un éloignement relationnel, une rupture du lien. Donc, ça traduit le caractère cristallisé et rigide de ce rejet-là. Alors, lorsque c'est temporaire, on ne considérera pas nécessairement que c'est de l'aliénation parentale. Il faut quand même évaluer le risque que ça se détériore, mais l'aliénation parentale, c'est quelque chose de plus cristallisé. Alors, lorsque les 2 conditions que je vous ai mentionnées ne sont pas remplies, à ce moment-là, on suggère d'évaluer le risque d'aliénation parentale. Et c'est ce qu'on détaille dans la 3e partie du manuel de référence. Alors, les critères pour évaluer le risque d'aliénation parentale. Alors, premièrement, on va tenir compte de l'âge et des capacités cognitives de l'enfant. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, l'enfant qui avance en âge va être plus à même de ressentir la pression, de comprendre les conflits, de prendre la perspective des 2 parents et de prendre position. Ensuite, on va porter attention à la présence de signes de conflit de loyauté chez l'enfant. Ça peut se manifester, par exemple, par de l'ambivalence de ses sentiments envers ses parents. Ça peut être qu'un enfant a peur de perdre un parent s'il prend parti pour l'autre. Ou encore la présence d'un discours changeant en présence de chacun des parents qui traduit une certaine peur ou des craintes. Ensuite, on devrait porter attention à des signes d'affinité, de préférence ou d'alliance avec un parent. Et ici, il faut distinguer une affinité d'une alliance. Alors, une affinité peut être normale, dans le sens qu'un enfant peut avoir dans sa personnalité ou son tempérament des éléments qui vont l'amener à être plus proche d'un de ses 2 parents. Mais lorsqu'on parle d'alliance, encore là, on parle de quelque chose de plus cristallisé et de rigide. On peut observer dans ce contexte-là que le parent qui est préféré par l'enfant ne soutiendra pas nécessairement la relation avec l'autre parent. Un autre indice peut être aussi de voir un enfant qui commence à résister à aller visiter son autre parent. Ensuite, on devrait porter attention aux capacités parentales et aux réactions du parent visé par les comportements aliénants de l'autre parent. Donc, par exemple, un parent visé qui commencerait à se rigidifier, qui tente pas nécessairement activement d'entretenir la relation avec l'enfant, qui peut même se retirer de la vie de l'enfant ou rejeter l'enfant en retour. Donc ça, c'est des éléments qui peuvent nous indiquer un risque de plus en plus élevé.
La quatrième et dernière partie du manuel de référence aborde les éléments de contexte qui sont associés à l'aliénation parentale ou à l'émergence de comportements parentaux aliénants. Alors, la séparation puis le divorce, c'est considéré comme des expériences extrêmement stressantes. Et les réactions des parents peuvent être très variables d'un individu à l'autre. Ensuite, l'adaptation à ce changement-là peut être associée à une plus grande incidence de problèmes de santé mentale. Puis de plus en plus de recherches nous montrent que l'état de santé mentale des parents séparés, certaines attitudes ou des traits de personnalité peuvent être associés au recours à des comportements parentaux aliénants. Par exemple, on pourrait observer des parents qui font du clivage, c'est-à-dire qui croient, par exemple, qu'il n'y a rien de bon chez l'autre parent. Ça peut être aussi une centration sur ses propres besoins au détriment des besoins de l'enfant ou de l'autre parent. Toutefois, il faut pas généraliser et croire que tous les parents aliénants ont des problèmes de santé mentale. Ces parents-là peuvent être envahis par toutes sortes d'émotions négatives qui peuvent teinter leur comportement. Un autre aspect, c'est l'influence des tiers. Ça peut être, par exemple, un nouveau conjoint, la parenté, des amis de la famille ou même des intervenants qui peuvent influencer la dynamique familiale ou avoir recours eux-mêmes à des comportements aliénants. Ça peut être aussi qu'ils encouragent un parent à en utiliser ou encore ils peuvent soutenir le choix d'un enfant à rejeter un parent ou à faire alliance. Un autre aspect qu'on peut porter attention, c'est la trajectoire conflictuelle des parents, c'est-à-dire l'histoire de leurs conflits dans leur relation conjugale. Les études nous montrent que les conflits sont un meilleur prédicteur du recours à des comportements aliénants que la séparation conjugale comme telle. Les conflits vont alimenter les sentiments de colère, de frustration, puis ça peut dégénérer en toutes sortes d'allégations qui vont être faites entre les parents et parfois même non fondées. Donc, comme vous pouvez le constater, les situations qui sont hautement conflictuelles sont extrêmement complexes et on doit prendre le temps de bien évaluer la situation pour pas suridentifier des familles comme présentant des dynamiques d'aliénation parentale. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous encourage fortement à lire le manuel de référence. Maintenant, je vais vous présenter les 3 outils cliniques qui vont pouvoir contribuer à la rigueur de votre évaluation. Alors, je vais commencer par l'inventaire d'indicateurs d'aliénation parentale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par indicateur? C'est une manifestation observable et mesurable. C'est, dans ce cas-ci, un élément de contexte familial qui a été associé à l'aliénation parentale dans la littérature scientifique ou clinique. Quand on observe les indicateurs dans leur ensemble, ils peuvent nous indiquer un risque plus ou moins grand d'observer de l'aliénation parentale dans une famille. Alors, l'inventaire d'indicateurs d'aliénation parentale prend la forme d'une liste à cocher de 44 indicateurs pour chacun des parents. L'inventaire vise à attirer l'attention de l'intervenant sur des aspects importants à documenter, puis à vérifier dans une situation familiale où on se questionne sur la présence d'aliénation parentale. Il n'y a pas encore de seuil quantitatif à partir duquel on pourrait conclure à la présence d'aliénation parentale. Bien sûr que la quantité d'indicateurs observés peut être un indice, mais on doit aussi porter attention à la fréquence d'observation de ces indicateurs-là, puis à leur intensité. Dans ce sens-là, c'est un peu votre jugement clinique qui va être utilisé ici. Alors, la première section de l'inventaire d'indicateurs vous permet de documenter la présence de comportements aliénants de chacun des parents. Donc, cette première section est rattachée à la première condition que je vous ai expliquée plus tôt. La deuxième section porte elle sur les attitudes et les comportements de l'enfant, plus précisément les manifestations d'éloignement, de rejet ou d'alliance avec chacun des parents. Alors, cette section est celle-là rattachée à la deuxième condition parce qu'elle va vous permettre notamment de rassembler vos observations quant à la détérioration du lien entre le parent et l'enfant.
Le deuxième outil clinique, c'est le guide d'entrevue. Alors, le guide d'entrevue, c'est un ensemble de questions que l'intervenant peut poser aux parents pour mieux cerner la présence des indicateurs d'aliénation parentale qui sont contenus dans l'inventaire, ou encore pour documenter plus largement la trajectoire conflictuelle de la famille, le style parental des parents, etc. Alors, dans la trousse, on vous encourage fortement à rencontrer les deux parents, surtout si vous voulez évaluer la présence d'aliénation parentale en ayant rencontré un seul des deux parents, ça serait plutôt délicat, puisque les deux parents peuvent avoir des discours très différents et vous pourriez ne pas être suffisamment neutre si vous n'avez pas rencontré les deux parents. On a fait le choix de ne pas poser de questions directement à l'enfant. Parce que lorsqu'on soupçonne la présence d'aliénation parentale ou un risque d'aliénation parentale, le fait de poser des questions à l'enfant sur sa famille, sur ses parents, sur sa relation avec chacun des parents, ça pourrait le placer dans une position délicate, surtout s'il vit un conflit de loyauté. D'autant plus que les parents en conflit peuvent mettre de la pression sur l'enfant pour teinter son discours, pour savoir ce qu'il a dit en entrevue, etc. Donc, compte tenu de tous ces enjeux éthiques et pratiques qui sont associés aux entrevues avec les enfants et que la façon de poser des questions doit tenir compte de leur suggestibilité, on préfère questionner uniquement les parents. Par contre, si c'est possible dans votre pratique, on vous encourage quand même à observer les interactions parents-enfants, puisque ça peut être une façon intéressante d'obtenir des informations supplémentaires sur l'enfant. Alors, pour ce qui est des sections du guide d'entrevue, il y a plusieurs sections et puis l'intervenant peut avoir recours seulement à certaines sections, à certaines questions pour compléter une évaluation à partir d'outils déjà existants dans sa pratique. Donc, en ce sens-là, le guide d'entrevue se veut un outil flexible. Les questions sont toujours orientées dans le but d'avoir la perception du parent de lui-même et de l'autre parent. Par exemple, on peut demander « Qu'est-ce que vous reprochez à l'autre parent? » Et on peut lui demander « Qu'est-ce que vous pensez que l'autre parent vous reproche? » Donc, ça va vous permettre de juger qualitativement du risque d'aliénation parentale. Donc, en général, ce sont des questions ouvertes avec des sous-questions qui peuvent aller documenter plus en profondeur les sections. Alors, je vais vous énumérer là, les sections. On a les sentiments des parents l'un envers l'autre, les reproches ou les accusations mutuelles entre les parents, leurs styles parentaux, le recours au comportement aliénant, les attitudes et les comportements de l'enfant envers chacun de ses parents, les réactions du parent visé vis-à-vis les réactions négatives de l'enfant à son égard et le rôle de l'entourage. Le dernier outil de la trousse, c'est les arbres de décision. Alors, vous avez deux arbres de décision, un qui est construit en fonction des parents et l'autre est construit en fonction de l'enfant. Si vous répondez aux deux arbres de décision, vous devriez arriver aux mêmes conclusions. Alors, vous avez un ensemble de questions qui va vous permettre de cerner la présence d'aliénation parentale en fonction des deux conditions que je vous ai présentées tout à l'heure. Si on n'est pas dans un contexte d'aliénation parentale, vous allez être invité à répondre à des questions par rapport au risque. Et si vous vous situez plus dans une perspective de risque, à ce moment-là, actuellement, on n'a pas de balises claires, de fondements scientifiques, théoriques qui nous permettent de quantifier le risque, à savoir si c'est un risque faible, modéré ou élevé. Par contre, vous êtes invité à consulter l'inventaire d'indicateurs d'aliénation parentale et de vérifier les éléments que vous avez cochés, puis ça peut vous permettre de juger par vous-même de l'intensité, de l'ampleur de ce risque. Et si vous ne vous situez pas dans le risque ou dans l'aliénation parentale, à ce moment-là, vous êtes probablement dans un risque faible ou nul. Mais si l'enfant rejette quand même un de ses parents, on va vous inviter à réfléchir à ça pour comprendre pourquoi.
Donc, est-ce que c'est, par exemple, une manifestation d'anxiété de séparation? Est-ce parce que l'enfant réagit fortement au contexte de séparation, de divorce, il se révolte contre un de ses parents, etc. Est-ce que c'est dû à une croyance erronée de l'enfant? Donc, on vous invite à envisager d'autres pistes. Les arbres de décision, c'est vraiment important de répondre à ces questions-là à la toute fin de votre évaluation pour pas évacuer toute la complexité de ces dynamiques familiales-là. Donc, je termine avec les conditions gagnantes pour utiliser la trousse. Les conditions gagnantes ont été nommées via les rencontres qu'on a eues avec les intervenants en pré-testant la trousse avec eux. Donc, ils nous ont mis en garde là, de rencontrer les deux parents, un peu comme je vous disais tout à l'heure, pour contrer la perte d'objectivité et les biais. Ensuite, on suggérait de travailler en équipe. Par exemple, si vous faites une entrevue avec les parents, si un autre intervenant peut être là comme témoin, ça peut vous permettre d'objectiver votre point de vue clinique. Souvent, deux personnes peuvent avoir une opinion, un point de vue différent, avoir réagi différemment face à un parent. Et d'avoir la possibilité d'en parler avec une autre personne peut permettre d'avoir finalement un point de vue plus nuancé à la fin. Ensuite, on vous suggère de répondre aux questions des arbres de décision à la fin. Donc, ça complète ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. La trousse est disponible gratuitement sur le site de la RUC Séparation parentale recomposition familiale, de même que sur le site de la chaire de partenariat en prévention de la maltraitance, dont les adresses apparaissent à la fin de la présentation. Merci beaucoup.